Bonjour et bienvenue dans Confession. Je m'appelle Camille et vous allez m'entendre un peu beaucoup dans ce podcast dans lequel j'échange avec mes invités, toutes confessions confondues. Parce que oui, on va principalement discuter de spiritualité au sens large, mais pas seulement. Parce que mes invités ne sont pas n'importe qui non plus. Leur nom vous dira peut-être quelque chose, vu qu'il s'agit de personnalités publiques, auteurs, autrices, ou des gens qui évoluent dans le milieu musical, de la comédie, du cinéma ou encore du podcast, et à la notoriété plus ou moins ancrée. Et aussi, surtout, parce que ça fait longtemps que je me pose la question, est-ce qu'on peut assumer ouvertement sa foi, sa spiritualité lorsqu'on exerce un métier public ? Est-ce que c'est obligatoirement un sujet qui relève du privé, de l'intime, quelque chose qui est toujours tabou ? C'est ce dont on va parler avec mes invités, mais vous l'entendrez, la richesse des partages vous transportera bien au-delà. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous serez surpris par les confessions de ces personnalités. J'espère en tout cas que nos échanges pourront vous intriguer, vous inspirer, vous interroger, vous parler et surtout vous toucher. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast qui est produit par Regard Protestant. Et moi, je vous dis déjà un grand merci. Et vous, est-ce que vous avez une confession à nous faire ? Est-ce que vous avez une confession à nous faire ? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Confession, on ne va pas aller à la rencontre d'un chanteur, mais on va un petit peu changer. Pour une fois, je vous emmène en cuisine. Alors pourquoi en cuisine pour parler de foi, vous allez me dire ? Eh bien, c'est parce qu'on va à la rencontre du chef cuisinier Julien Lapraille. Julien, il est belge, il est même ardennais. D'ailleurs, en Belgique, tout le monde connaît Julien Lapraille. C'est le mec qui fait de la cuisine à la télé. Et s'il en est arrivé à devenir ce chef médiatique, c'est notamment parce qu'il a participé à la célèbre émission de télé Top Chef. Ça lui a ouvert beaucoup de portes et ça lui a permis de mettre sa passion au service des médias. Même s'il est devenu une star des fourneaux, Julien n'oublie pas d'où il vient. Il est toujours attaché à sa région natale, en province de Luxembourg, où il habite toujours. Il est aussi attaché à sa famille, qui est sa priorité. Il est généreux, entier, sincère et proche des gens. Autant de valeurs qui lui ont été transmises par ses parents, mais aussi ses grands-parents, notamment par sa grand-mère, avec qui il allait à l'église. C'est grâce à elle qu'il a la foi, qu'il y croit dur comme fer et qu'il en parle sans problème si on prend le temps de lui poser la question. Avec Julien Lapraille, vous entendrez qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Derrière cette personnalité extravertie se cache quelqu'un de sensible, avec une foi qui le rend plus fort. Il nous en parle, en plus de plein d'autres choses, dans ce nouvel épisode de Confession. Donc aujourd'hui dans Confession, je reçois un de mes compatriotes belges, bien de chez nous, j'ai envie de dire. Il s'appelle Julien Lapraille. Alors pour une fois, c'est pas un chanteur. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chanteurs, d'artistes. C'est un cuisinier, mais un cuisinier médiatique parce que tu fais de la cuisine à la télé beaucoup. Oui, alors bonjour Camille. Déjà bonjour. Et en tout cas, oui, je ne pourrais pas chanter malheureusement. Désolé, j'aime beaucoup Saul, j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je ne suis pas à sa hauteur. Presque la taille, mais pas le talent. Ouais. Et donc, oui, cuisinier, j'aime bien dire cuisinier populaire. C'est très, très bien dit. Je pense que ça te correspond bien. Est-ce qu'on peut dire, c'est parce qu'il y a peut-être des gens en France qui nous écoutent et ils pourraient te connaître parce que tu as participé à une célèbre émission de cuisine qui est Top Chef. Ça remonte déjà il y a quelques années. Ah ouais, 12 ans maintenant. Cette année, en 2026, ça fera 12 ans. Et donc, je me dis que, putain, là, 12 ans, j'étais là-bas, quoi. À Top Chef, à Paris, en habitant Marbehan. Franchement, quand il réfléchit, pour ceux qui connaissent la Belgique, la province de Luxembourg et Marbehan, on est quand même dans le trou du cul du monde. Et me retrouver à Paris, c'était un choc, mais un superbe choc. Et donc oui, pour les peu de Français peut-être qui arrivent à me reconnaître ou qui vont peut-être me redécouvrir en tapant sur Google ou autre chose, Top Chef, saison, je sais plus si c'est la 4 5, saison 5. 5. C'est celle après Norbert, je dis toujours. C'est plus ça parce que les gens... C'était un peu le même... Voilà, j'étais un peu dans le même gabarit. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, je dis toujours, après Norbert, moi je suis le petit Norbert belge à ma façon, en Wallonie, mais voilà. Mais tu fais quand même partie des candidats qui ont marqué l'émission, je pense. Ils ont... Oui, il y a pas mal de Belges qui ont marqué l'émission, et je pense que tu en fais partie. Hein. En Belgique, beaucoup. En France, les 6 premières saisons, oui, j'ai marqué. Et après, j'ai moins marqué. Je m'explique.
c'est que tout simplement, le format a changé, Ah ouais, le c'est style ça. a changé. C'est devenu par équipe, c'est devenu des nouvelles brigades, des machins, des nouveaux chefs. Et donc, tout a changé. Et donc, je pense que là, les gens m'ont un peu perdu. Et puis, ça a été le changement aussi du côté très réseaux sociaux. Ouais. Moi, je dis toujours en rigolant, j'étais à la base Facebook Ouais. et j'ai migré un peu sur Instagram. Donc, je suis pas le cuisinier Top Chef Instagrammable. Et je dis toujours en rigolant, alors que j'ai rien contre les gens tatoués, casquette tatouée, tout ça, parce que c'est la nouvelle étiquette qu'on donne maintenant aux candidats. Et donc, j'étais l'ancienne génération, 12 ans, et fier d'être aussi vieux candidat belge, mais toujours présent. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore... tu faisais pas partie d'une brigade, d'un chef connu, c'était chacun pour soi à ce Chacun moment-là. pour soi, et je suis vraiment la dernière génération de faire ça. Et entre guillemets, la dernière et pas la dernière, parce que cette année, en 2026, ils refont ce système-là, seul contre tous, c'est reparti. Okay. Et alors, quand ils disent on casse les codes, on n'a jamais connu ça, si. Ils exagèrent un petit peu, parce que moi, j'ai envie de le réécrire, on a connu ça. Maintenant, la formule va changer, il n'y aura plus les cuisines, machin, c'est tout en extérieur, mais le style individuel, seul contre tous, ça a déjà existé, j'en fais partie. Les bons vieux candidats, les Norbert, les Pierre Roger, bref. Ça, c'est la bonne vieille émission qui était d'abord le plaisir avant la télé, et maintenant, on va pas se le cacher, c'est la télé avant le plaisir. Oui, c'est vrai. Mais bon, la télé, du coup, ça fait partie intégrante de ta vie maintenant, parce que il y a eu un avant et un après Top Chef, et après Top Chef, t'es vraiment devenu un cuisinier médiatique. Ouais. Tu t'attendais à ça ou pas du tout? Justement, non. C'est ça qui est drôle. C'est que, enfin, drôle, oui et non, parce qu'il y a des inconvénients, on en parlera, je pense. Ouais. C'est que moi, déjà, l'histoire, c'est qu'à 16 ans, je dis à mes parents dans le canapé, regardez bien la télé, je serai de l'autre côté. Alors, bien entendu, innocent, à 16 ans, tu dis ça pour faire le kéké. Jamais j'ai pensé à ce moment-là que je serais dans la télé. C'est toi qui t'as inscrit à l'émission? Non, même pas. Ouais. Donc, c'est eux qui ont vu, c'était des blogs, des vlogs, c'était comment à ce moment-là? Les deux. Des bons vieux bazars à ce moment-là. On faisait ça avec mon cousin, un copain de mon cousin, ça ressemble. Quand je les revois maintenant, je me dis, Julien, t'as quand même l'air con. J'aurais dû retrouver ça ressemble à rien du tout, mais c'est hyper touchant de le revoir. Et c'est ça qui m'a fait un peu connaître par rapport à mon style. Et donc, ils sont venus me chercher grâce à ça. Et jamais j'aurais cru ça. Parce que moi, j'ai fait l'école hôtelière, j'ai fait la cuisine, je serais dans les restaurants non étoilés, jusqu'à 2 étoiles Michelin. Et donc, ça m'est tombé un peu par hasard. Par contre, j'ai toujours aimé un peu parler, discuter, partager. J'ai toujours, quand j'étais jeune en sortie, j'étais toujours le mec qui montait sur le bar et qui faisait danser la foule. Je pense que les gens, ça ne m'étonne pas. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Malheureusement, je ne le fais plus. Je sais pas pourquoi. C'est un peu, non. Quand même encore un peu, je le fais un peu, mais beaucoup moins. Avant, j'étais vraiment folklorique, et donc je fais quand même attention. Tu vieillis. Alors, je vieillis, mais même avec l'âge, non, je me dis qu'il faut être raisonnable. J'ai toujours, alors avec les réseaux maintenant, il y a quand même l'image et tout ça. Donc, je fais attention, mais c'est vrai que j'étais un peu le bout en train. Et donc, du coup, ce côté showman, etc., je l'ai eu dès mes 16-17 ans. Ouais. Avant, j'étais très réservé, très timide. Donc, du coup, j'ai appris ça un peu, le côté médiatique, pour revenir à ça, sur le tas. Je n'ai pas de notion de journaliste, de journalisme, de cinéma, de ce que tu veux. Je n'ai rien fait de tout ça. Et donc, c'est ça, je pense, qui fait aussi ma particularité, mon style, qui plaît ou qui plaît pas. L'avantage, c'est que moi, on m'aime ou on m'aime pas. C'est pas compliqué. Et donc, voilà. Et donc, je suis tombé là-dedans. Et comme tu l'as très bien dit, maintenant, c'est vrai que ça fait partie de mon job à 90%. Bah oui. Il y a 10% encore un petit peu d'événements, de repas chez les gens, etc. C'est très peu. Et je ne le cache pas. C'est une décision que j'ai prise maintenant début 2025, fin 2024. C'est un choix personnel, mais je l'assume entièrement pour plein de raisons. Et donc, voilà, je suis très fier. Oui, et t'en profites le temps que ça dure. Et peut-être qu'un jour, tu reviendras à 100% à la cuisine. Et tu verras. Oui, c'est ce que je me suis dit. Alors, c'est à cause et grâce au personnel des restaurants que j'ai pu chapeauter. Quand je dis chapeauter, c'est que j'ai toujours été indépendant, fils d'indépendant, donc indépendant. Ouais. Et donc, j'ai eu tellement de misère, tellement de stress. Tu dors mal, tu te lèves le matin, tu as déjà le boulot au ventre de voir qui n'est pas là, comment tu réorganises ta journée. Et un jour, je suis parti à Atlanta pendant 3 semaines pour une marque. Et après 3 jours, je me dis, mais Julien, tu peux être payé, tu peux voyager, tu peux profiter. Ok, tu cuisines un peu moins. Ok, t'as pas le service. Ok, t'as pas le show. Ok, t'as pas tout ça. Mais tu t'amuses. Et là, je me dis, ok, je tente le tout pour le tout. Et donc, du coup, ça faisait 1 an et demi que j'étais à l'RTBF. Et là, je me dis, ok, tant pis, j'arrête tout. Ouais. Les restaurants, les machins, je veux plus de personnel, je veux plus rien. Et on tente ce côté médiatique, réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est drôle,
c'est que sans l'annoncer, 15 jours après, on me propose telle émission, puis on propose ça, puis on propose ça. Et en fait, le délire, c'est que tout s'est enchaîné. Je travaille limite autant que travailler dans l'Horeca, sauf que je gère différemment. Ouais, j'ai un peu plus de soirées, j'ai un peu plus de week-end, mais je me répète, je fais autant d'heures, je me lève aussitôt, des fois je rentre aussi tard. Et donc voilà, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à me lever, à me coucher et à travailler la journée. Ah ouais. Pourtant, j'imagine que quand tu es cuisinier, c'est parce que tu aimes ça, évidemment. C'est un métier compliqué. Donc, si tu n'aimais pas, tu l'aurais pas fait. Ah, mais les restaurants me manquent. Ah, quand même. Je ne le cache pas. Ça me manque au quotidien. Le stress du service me manque. Le stress de louper un plat me manque. Le stress de réussir un plat me manque. Le stress du client pas content me manque. Le stress du client content me manque. Mais le stress désolé d'être vulgaire, de m'emmerder du matin au soir ne me manque pas. Et je pense qu'à l'heure actuelle, se faire plaisir et être bien soi-même, c'est ce qui compte le plus, au-delà de l'aspect travail, de l'aspect de tes études. Donc du coup, maintenant, j'ai privilégié vraiment moi-même et le financier. Je ne vais pas le cacher. Bah oui. Parce que dans l'Horeca, tu gagnes très mal ta vie maintenant, c'est très compliqué, tout a changé. Et donc, je me dis, OK, c'est bon. On remet les cartes sur la table, on les redistribue et on se remet en selle, Julien. Je me suis vraiment dit ça. Et donc, j'ai autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, j'ai tout réorganisé, mais je le cache pas. Voilà, je suis séparé de la maman de ma fille, j'ai arrêté les restaurants, je me suis consacré à la télé, un peu plus au réseau. Tout ça pour, je sais, un bien-être fin 2026 et une qualité de vie, je pense, 2027 qui va être incroyable. Ouais, c'est ça. Qui t'a appris à cuisiner ? Personne. C'est vrai ? Parce qu'alors, justement, mes parents dans l'automobile, mon oncle dans l'électricité, ma tante dans les fermes, mes cousins dans le monde agricole. Tu te dis, bah tiens, d'où ça sort la cuisine ? Ouais. Ma mère cuisine pas spécialement bien. Mes grands-mères, non. Pauvre. Mes grands-mères, ah non, mais elle le sait. Elle le dit elle-même, donc c'est même pas un secret. Ouais. Mes grands-mères, elles cuisinaient parce que c'était l'ancienne génération. Ouais. Les femmes ménagent, cuisinent. Et mes grands-pères travaillaient beaucoup, autant à la ferme que dans le monde agricole et surtout camion et tout ça. Bref. Et donc, ils cuisinaient beaucoup, mais c'était pas des grands cuisiniers. Et j'ai toujours aimé manger, j'ai toujours aimé les bons produits. Et alors, comment est-ce que je peux dire que j'ai toujours aimé les bons produits ? C'est qu'à 5 ans, généralement, maintenant un peu moins, mais avant, c'était communion, anniversaire, c'est buffet chaud-froid, surtout froid, avec du pain. Avec les pêches au thon. Pêche au thon, roulade d'asperges en boîte, avec du jambon, les trucs infâmes quand tu y penses maintenant, mais qui font plaisir et qui font sourire, et c'est ce qui compte. Et un jour, je mange un truc et je dis « mamie, ton jambon, il est vraiment délicieux. » Elle me dit « après, elle me l'a expliqué, c'est pas moi qui le dis, hein. Elle me dit, ce qui était drôle, c'est que oui, le jambon était très bon, mais c'était pas du jambon, c'était du magret de canard. Ah. Donc, quand tu manges du magret de canard à 5 ans et que tu dis, tiens, il est bon ton jambon, avec ta faim, avec ça. Déjà... Et donc, est-ce que c'est ça qui a mené à quelque chose ? J'en sais rien. Mais c'est une anecdote que je donne toujours de ma grand-mère maternelle, qui montre que j'ai toujours aimé les bonnes choses. Et tout ça enchaîné, et j'ai toujours aimé ça, partager ça, sucré, salé. Mais comment, quoi, qu'est-ce ? Je peux rien te dire. J'en sais rien, en fait. Est-ce que tu crois pas que c'est aussi un peu parce que tu es quelqu'un d'hyper généreux qui a, je pense, on se connaît un tout petit peu, mais qui a besoin de partager, de faire plaisir aux autres, et le fait de pouvoir cuisiner, c'est une manière de pouvoir... En fait, je pense que oui, parce que en fait, je suis quelqu'un, et je pense que tu l'as bien dit, j'aime recevoir simplement... plus compliqué, j'aime recevoir, j'aime partager, j'aime donner. Moi, je gagnerais 100 €, j'en donnerais déjà 80 par an, quoi, pour aller les emmener en vacances. Quand je suis sorti de Top Chef, les 2 premières années que je suis sorti de Top Chef, comme je lançais ma société, que voilà, il n'y avait pas de vague, entre guillemets, je les ai emmenés 2 fois en Corse, dans des beaux hôtels, on s'est fait plaisir. Enfin, ça me faisait plaisir de faire. Donc, ça, je suis comme ça, et que ça soit avec mes amis n'importe où, tu viens chez moi, j'essaie que tu sois le mieux reçu, le mieux accueilli, tu n'aies besoin de rien. Et j'aime partager ça parce que je dis toujours que quand tu fais ça, ça se ressent autant d'amitié qu'au travail, que ceci. J'en parlais encore avec la personne avec qui je fais des vidéos pour les réseaux sociaux, pour les ambassadeurs, une des émissions que je fais. Je disais, mais il me dit, c'est quand même fou, on a l'impression d'être à la maison avec toi, etc. Ouais. Mais je dis, mais tu sais, le fait de sentir ça, toi, tu seras meilleur dans ton travail, je serai meilleur dans mon travail, on sera meilleur dans notre travail et ça se ressentira. Tu peux me dire ce que tu veux, dans n'importe quel métier, si t'es comme ça ira toujours. Et dans l'inconvénient, je m'explique, si un jour je suis pas bien ou que ça ne va pas, tu me rendras meilleur. Parce que
je t'ai aidé, tu vas m'aider. Et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est ça. Les filles avec qui j'ai eu 3 vraies belles relations. Je pense que s'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas, entre guillemets, négliger, c'est que j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour, entre guillemets, qu'elles soient bien. Ouais. Que ça soit financier, plaisir, autre. J'essaie toujours de faire pour un mieux. Après, il y a des moments que ça coince et que l'avenir ne fonctionne pas ensemble. Je pense que la compatibilité à 100% n'existe pas. Mais par contre, les inconvénients peuvent s'unir avec d'autres inconvénients avec la même personne, entre guillemets, dans le futur. Je sais pas si c'est bien, on comprend bien. Mais moi, je me comprends en tout cas, c'est que l'imperfection peut matcher entre 2 personnes, mais il y a des imperfections qui ne fonctionnent pas de personne à personne. Et voilà, mais ce côté généreux, je l'ai toujours eu. Et au-delà de tout ça, dans le travail, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond. C'est-à-dire que j'aime pas le faire à moitié. Et quand je l'ai fait à moitié, j'aime bien le dire. Écoute, je suis désolé, je suis pas content, machin. Ça m'est déjà arrivé d'écouter des émissions de radio, et dire c'était pas bon, et d'assumer et de dire au producteur non, t'as raison, c'était pas bon, j'ai pas aimé, c'est de ma faute, c'est de la faute de lui, d'elle. Et attends, le monde ne va pas s'arrêter. Non, voilà. C'est ça. Donc voilà. Ouais. Et est-ce que tu crois que cette générosité, ce besoin de partager, c'est venu aussi peut-être de valeurs qu'on t'a inculquées quand tu étais plus jeune ? Oui. Ici, dans ma famille, on est tous... de un, des bosseurs. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ouais, on est tous des bosseurs, de un. De deux, on est tous des gens généreux qui vont partager. Alors, on partage d'abord en famille. Je m'explique. Ouais. C'est qu'on est hyper unis. Mes cousins, mes cousines, l'un ou l'autre aurait besoin de quelque chose, même ceux avec qui qu'on s'appelle le moins, directement à 2 € matin, c'est faire 400 km, je fais 400 km. C'est la famille, c'est hyper important. On a vécu aussi beaucoup de choses qui font qu'on est très unis. Des drames qui, on dit toujours, ne sont pas des drames pour nous, parce que c'est fait, c'est passé, il faut avancer. On n'est pas là, je suis malheureux dans ma vie, ça fait 10 ans que telle personne est morte. Non, on ne doit pas se lamenter, c'est triste, c'est passé. Quand ma grand-mère paternelle est décédée, j'avais un événement de 150 personnes. Donc, elle est décédée une semaine avant. Le samedi d'après, elle est enterrée le samedi. J'avais un événement le soir. Tu me crois pas. J'ai été à la messe. Bon, ma famille avait demandé que je parle. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est moi qui ai fait le texte. Ouais. Donc, bref, j'ai fait le texte et j'ai conclu le texte et c'est drôle, entre guillemets. Ça a fait rire toute l'église. J'ai dit, maintenant, toi, tu vas vers les étoiles. Et je vais être franc, j'ai du boulot, je dois aller voir les étoiles maintenant qui m'attendent. Et je suis parti de l'église, j'étais travailler. Tu vois ? Alors, j'allais pas dans un restaurant, mais j'allais travailler pour l'Oreca, les étoiles liées au guide Michelin, les étoiles de ma grand-mère décédée. Et je suis parti, j'ai travaillé directement. Et 1h30 après, je suis arrivé, j'avais tout été programmé avec une équipe qui avait été mise en place. Je suis arrivé, ça a été, ma grand-mère, voilà, on a enterré ma grand-mère, je suis parti, je suis arrivé, j'ai fait mes 150 personnes et tout a joué. Et donc, toutes ces valeurs ont été inculquées, que ce soit mes grands-parents, soit mes arrière-grands-parents. J'ai juste connu ma bobonne. Elle était aussi comme ça. Et donc, du coup, je pense que oui, cette famille, on est tous pareils. Hein. Avec des gros défauts. Hein. On est des Ardennais un peu durs à cuire. Tu m'as dit que, on va arriver dans le vif du sujet, que tu avais la foi grâce à ta grand-mère. Est-ce que... Paternelle, j'allais te demander... Parce que maternelle, pas du tout. Pas du tout. Il ne croyait pas du tout du côté de ta mère ? Ma mère n'y croit pas. Ouais. Elle dit toujours, en rigolant, c'est peut-être... Alors nous, on aime bien faire ça, c'est l'humour. Moi, quand je suis morte, on me brûle 3 jours après, personne ne pleure, merci, au revoir. Hein. Alors ça paraît trash comme ça, mais c'est la vérité que du côté de mon père. Nous, c'est la bénédiction, le prêtre qui vient faire la petite prière, et ma bobonne, elle, le cercueil était encore dans la maison à l'ancienne, vraiment le truc tradition. Donc moi, voilà. Et donc du coup, du côté paternel, j'avais encore ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui avait été mise dans la maison, etc. Mais du côté maternel, non, pas du tout. Alors là, pas un péco, on va être clair. Ouais. Mais donc t'as été baigné quand même dans la religion grâce à ta grand-mère paternelle. Oui. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu l'as fréquentée beaucoup quand tu étais plus jeune ? C'est elle qui t'a amené à l'église ? Comment ça s'est passé ? Alors, te dire comment ça a été mis en place, je ne saurais pas t'expliquer, mais mon seul souvenir, c'est que tous les samedis, j'allais à l'église. J'allais prier, j'allais écouter, j'allais faire ma petite croix, mon petit signe, tout ce qu'il fallait, l'hostie, tout ça. Et je me souviens... de tous ces samedis que j'ai passés à l'église,
jusqu'à mes 16 ans, où là, ça devenait compliqué avec le travail, le machin, parce que j'ai travaillé très jeune, moi. Okay. À 12 ans, j'ai commencé à travailler. Ah ouais. Bon, tu dis ça maintenant, t'es en prison. Ouais. Je peux le dire maintenant, parce que c'est passé. Mais à 12 ans, je travaillais déjà, et donc, tout ça, c'était compliqué. Et c'est vraiment à 16 ans, où même ma grand-mère, physiquement, c'était compliqué pour elle, etc., où là, on n'a pas arrêté volontairement. Ça s'est arrêté naturellement, mais avant... Tous les samedis, à l'église, on écoutait, on fermait les yeux, on priait, on serrait la main, on faisait le câlin. Enfin, toute cette cérémonie a été mise en place. Et moi, j'ai ces souvenirs qui étaient une habitude et pas un poids du tout, non. Parce que j'aimais ça. Mes frères n'y venaient pas, par exemple. Oui, j'allais te demander, parce que est-ce que tes parents J'ai 2 frères. Ouais, il n'y avait que mon papa. Mon papa, pas ma maman, ça, ouais. Tu l'auras compris que. Mon papa venait. Ma grand-mère, on a cherché, nous attendait, on y allait. Et moi, j'étais le seul de mes frères à y aller. Et moi, j'ai tout fait. J'ai fait quand j'ai fait aussi ma communion, ouais. Je suis parti aussi en retraite pendant 3 jours et tout ça n'était pas un poids et j'ai baigné dedans et ça m'a toujours, je pense, aidé dans le sens où j'y crois énormément. J'y crois énormément et moi j'ai pas peur de le dire parce qu'en plus quand on me voit et que on vient dire, alors c'est bête mais dans n'importe quel moment des fois tu viens discuter de ça. Ta religion, ce que tu crois ou crois pas, etc. C'est souvent ça. La première discussion, c'est tu crois pas à ça, machin. Je dis moi, j'y crois beaucoup. Je suis croyant, j'étais pratiquant, puis j'ai dû arrêter. Et j'y crois énormément. Et encore maintenant, à l'heure actuelle, des moments où c'est un peu plus dur que d'autres, je ferme les yeux, je respire 3-4 fois fort, je pense à des choses positives, je pense à certaines choses, je demande que tout se passe bien parce que je ne demande pas le malheur. Et tu repars et c'est reparti. Ouais. C'est marrant, on y reviendra parce qu'il y a plein de choses, à dire évidemment, mais toi, t'as pas eu un moment où t'as pris conscience de ça, pour toi, ça fait partie de ta vie depuis toujours et c'est comme ça, tu pourrais pas faire sans. Je pourrais pas faire sans et je pourrais pas dire que je n'y crois pas parce que je me souviens depuis toujours d'aller à l'église, je me souviens toujours de prier, d'y croire et je me répète comparé à mes frères. Moi, j'ai pris le pas directement et ça m'arrive, et je me répète, de fermer les yeux. Ouais. Ça m'est arrivé un peu moins depuis quand même 5-6 ans, d'aller près de ma grand-mère sur sa tombe, de rester en silence 5 minutes, lui dire bonjour, merci, au revoir, et voilà. Ouais. Et je pense que c'est important. Et ça paraît fou. Il y en a qui disent, tiens, c'est bizarre, mais moi, c'est mon truc. Hein. Ouais. Il y en a, mon père, par exemple, 1 ou 2 fois par an, ils vont à Lourdes, à Strasbourg, ils vont dans des cathédrales, et mon père va toujours mettre sa petite pièce, allumer une bougie et prier pour ses enfants. Voilà. Et pourquoi tu crois que toi, plus que tes frères, par exemple, qu'est-ce qui fait que eux ne croient pas Moi, je pense que j'ai vécu des choses que j'ai réalisées plus que eux. Et donc, du coup, directement, tu trouves un peu une situation, un moment, pour que tout se passe correctement. Et tu te trouves... T'as pas besoin d'en parler à quelqu'un. Moi, j'ai vécu des choses. Je me suis fait agresser en 2014. On m'a quand même bien agressé. J'ai perdu quand même 4 dents, 40 coups dans mon corps. C'était un cata à me sauter dessus. Et j'ai jamais eu besoin d'aller voir un psychologue, par exemple. Et ça, souvent, on me dit, tu devrais, etc. Parce que j'ai pas besoin. Parce que je sais que je le fais moi-même, en fait. Je me dis les choses moi-même. Alors, ça paraît fou, mais je le dis moi-même. Je pense moi-même. Je dis, non, ça va aller, ça. Et voilà. Et dans des moments compliqués, je me dis, OK, ça va aller, on y repense dans plusieurs jours. Depuis, par exemple, 4 ans, et c'est suite à une discussion avec Michel Boreux. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que Michel Boreux a à voir là-dedans ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a plein d'hôtels, restaurants dans Il a quelques trucs. Il a quelques trucs en Belgique. C'est une référence dans le milieu en Belgique. Je lui disais, mais Michel, comment tu fais avec tout ce personnel, tout ce monde ? C'est au moment où je voulais vraiment tout arrêter. Comment tu fais pour être calme avec tout le monde ? Alors, de temps en temps, il y a des moments plus nerveux, mais comment tu fais ? Il dit, moi, quand il y a un problème, quelque chose qui ne va pas, j'attends 3 jours. 24, 48, 60, j'attends. Et si au bout de 3-4 jours, je me dis la même chose, je vais voir la personne, mais je n'ai plus ce tempérament, je n'ai plus cette chaleur, je n'ai plus cette énergie négative. Je suis posé, je suis bien, j'y vais au bon moment, et on discute. 90% du temps, tu règles tes problèmes. Et ça, en plus de fait de croire à plein de choses, etc., j'y pense souvent. Et souvent, quand il y a des problèmes, il y a encore 5-10% où tu t'emballes directement et que tu appelles la personne et que tu t'emballes. Mais 90% du temps, qu'avant c'était peut-être 60% du temps,
j'attends, je laisse passer et 2-3 jours après, je réponds seulement. Voilà. Ouais, c'est marrant, je fais exactement pareil que toi. C'est un coach en gestion du temps qui m'avait fait ça. Ne pas répondre sur le coup de l'émotion et de la colère. Parce que et c'est pour ça que je pense que toutes ces choses-là font que j'ai jamais eu besoin de psy par rapport à toutes mes situations, que je le fais moi-même, que j'ai pas de besoin. Et voilà. Et si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, par contre, je vais voir quelqu'un qui peut m'enlever les mauvaises énergies. Ah ouais. Là, en 12 ans, j'y suis allé 3 fois déjà. Et voilà, 4-5 mois. En juillet dernier, en 2025, j'y suis allé, avant que ça se termine, avant la maman de ma fille. J'y suis allé parce que je me dis, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui va pas. Et en parler, non, mais je crois à tout ça. Et donc, j'y suis allé. Et ce qui est drôle, c'est qu'en discutant avec cette personne, et puis en faisant... Alors, je veux dire, son travail, qui pour moi, c'est pas un travail, c'est un don que tu as. Elle parlait de choses qui étaient totalement vraies. Mais de mon père, il y a 20 ans, de mon père, il y a 15 ans. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que je crois énormément à tout ça, et ces choses-là. Et c'est ces choses-là qui m'aident. Ouais. C'est marrant, c'est vraiment... j'ai exactement comme toi. Ouais. Moi non plus, je suis jamais... plein de fois, on m'a dit, mais tu devrais aller voir un psy et tout. Non. Et je me dis, non, le psy va rien m'amener de plus que... Mais non. Que le travail que je fais moi-même avec l'aide de... Et surtout ici, pour rebondir là-dessus, en fait, je me rends compte aussi, j'ai été voir 1 fois, 2 fois une psy, et encore, c'est pas moi qui me l'ai imposé, c'est la maman de ma fille qui dit, il faut y aller. Je suis OK, pour lui faire, entre guillemets, je lui ai fait plaisir. Ouais, c'est bon. Et je me dis, peut-être que c'est moi, en fait, qui a un problème. J'y suis allé 3 fois, 2 fois avec elle, 1 fois tout seul. La femme m'a dit, écoutez, vous ne servez à rien ici, en fait. Parce que vos réactions sont bonnes, ce que vous me dites, c'est logique. Vous assumez les positifs, les négatifs. Vous dites ça. Vous êtes recentré sur vous-même. Vous assumez certaines choses. Vous le dites ouvertement. On ne peut pas faire mieux, quoi. Ouais. Donc, voilà, quoi. C'est marrant. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu arrives à parler de ta foi aujourd'hui? Ou bien c'est quelque chose que tu gardes un peu plus pour toi? T'en parles avec ton père parce que ta grand-mère est décédée, mais est-ce que... Je ne peux pas dire que j'en parle à des personnes parce que j'ai besoin d'en parler. Par contre, si on m'en parle, j'en parle. Ouais, c'est ça. J'ai aucun souci, 1 seconde à en parler. Mais je n'ai pas le besoin de devoir le dire. Parce que c'est pour moi, c'est mon truc à moi. Entre guillemets, ça ne regarde que moi et ça regarde tout le monde. Ça ne regarde que moi parce que quand j'en ai besoin, c'est pour moi-même et pas pour les autres. Et si quelqu'un veut qu'on en parle, moi j'en parle, j'ai aucun problème là-dessus à dire. Et je me répète, comme je l'ai déjà dit et je le répète souvent, les gens sont surpris. Le bébé ardennais gourmet, grande gueule, machin, etc. Quand tu dis ça, tu te dis, là, il nous refait une blague. Ouais. Et je dis, non, c'est pas une blague. J'y crois vraiment et ça m'arrive. C'est souvent dans la douche où que je me pose, je me relaxe et là, je me dis, OK. Et puis, je prends 2-3 minutes pour moi et puis je souffle et puis voilà. Ouais, je comprends. Tu dis que tu n'as plus trop eu le temps d'aller à l'église à cause du travail et tout ça. Est-ce que ça te manque un peu? Est-ce que tu as trouvé des choses pour compenser? J'ai pas besoin d'aller à l'église pour pouvoir prier, pour pouvoir penser à des choses positives, pour pouvoir m'aider. Ça, j'ai pas besoin. Donc, me dire que ça me manque, non. Maintenant, si je dois y aller, j'ai aucun souci à y aller. Voilà, dès que je vais en voyage ou quoi, même si je voyage pas beaucoup, quand je voyage, c'est plutôt pour me reposer dans un hôtel tranquillement et reprendre de l'énergie. Mais si je suis en balade dans une ville ou quoi, et que je vois une cathédrale ou une église, d'office, j'y vais. Ouais. D'office. Là, il y a 2 ans, j'avais été en Crète, dans un hôtel, et il y avait une petite chapelle. D'office, premier jour, je l'ai vu, j'y suis allé. J'ai été voir, alors, pas par curiosité. Si, alors, il y avait de la curiosité, et en même temps me dire, OK, j'ai été voir un peu comment ça se passait. Ouais. Et donc, voilà, pas une obligation, mais si je l'ai, j'y vais, et c'est pas... allez, c'est une logique pour moi. Ouais. Mais t'as pas besoin du lieu pour spécialement penser... Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'un lieu pour penser à sa foi. Il faut y penser au moment qu'on a besoin. Alors, parce que si à 2h au matin, je suis pas bien, que j'ai besoin d'aller à l'église sera fermée, de 1. Et de 2, je vais pas me taper 15 km parce que ici, voilà. Il y a une église, parce qu'on est chez toi, ici, tu nous reçois chez toi très gentiment. Il y a une petite église juste en haut de ta rue. Il y a une chapelle tout en haut aussi. Il y a une petite chapelle. Elle est fermée 80% du temps. Donc, du coup, ça va être compliqué. Donc, j'ai vraiment pas besoin de ça, entre guillemets. Mais s'il y en a une, j'y vais d'office. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie, tu l'as dit, tu as vécu des drames, est-ce que c'est des moments où ta foi t'a aidé? Est-ce que tu peux dire qu'il y a des moments où ça t'a peut-être sauvé d'une certaine manière? Alors, sauvé, j'en sais rien parce que je suis là, donc je ne saurais pas le dire.
Je pense en tout cas, mais je pense que clairement oui, parce que ça te permet de t'assoupir, de te relaxer, de penser positivement, de t'alléger, de partager des choses. Et donc, quand j'ai eu toutes ces situations, que ça soit le décès de ma cousine, que ça soit le grave accident de ma tante, le décès de mon oncle, que ça soit mon père, mes parents qui avaient leur société qui était au bout du gouffre, qui ont failli tout perdre, etc. Et moi, je l'ai vécu parce que j'étais adolescent, donc j'ai vécu tout ça. Donc, je pense que déjà, ça m'a aidé à être ce que je suis maintenant, ça c'est clair. Mais tout ça fait que, tout ça réuni, je dis toujours, et ça a toujours été un problème avec la maman de ma fille, c'est qu'elle dit, mais rien ne te touche. Je dis, mais si, tout me touche. Mais j'ai tellement vécu de choses dures que toi, tu ne peux pas comprendre, que moi, là, de se disputer parce qu'on part pas une semaine en vacances, personnellement, je m'en cale. Alors là, ça va rien me faire. Hein. Et donc voilà, moi j'ai vécu des choses où ma cousine s'est suicidée, où mon oncle est mort d'un AVC dans son lit, où mon père, mes parents ont failli tout perdre. Quand tu vis ça, ça vaut plus. Tu relativises ta semaine que de partir en vacances où on s'est pas vu pendant 7 jours. Hein. Ouais. Enfin voilà. Et donc tout ça fait que ça a des inconvénients dans la vie de tous les jours, mais la personne qui comprend ça, elle va dire ouais c'est bon, respect, je vais peut-être te laisser tranquille le coco, on va parler d'autres choses, etc. Et donc voilà. Et puis je me dis que après tout bon moment arrive. Là ici, je suis parti une semaine au ski avec mes parents, avec mes frères, avec les cousins, etc. Eh ben ça recharge pour plusieurs mois. J'ai pas besoin de partir 4 fois sur l'année. Et je serais même pas parti. On s'est parti une nuit tous ensemble. Ça équivaut à la même chose. Ouais. Une fois par an, on part entre cousins pendant 3 jours. C'est comme si on se voyait tous les jours sur toute l'année. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que ça aide tout le temps. Donc, toutes ces situations-là m'ont aidé à évoluer et m'aident actuellement à rebondir sur mes soucis, que ça soit mes partenariats quand j'ai fait un restaurant à Bastogne, que ça soit d'autres choses. Je relativise, je me dis, OK, j'ai perdu beaucoup de sous, OK, j'ai perdu 2 ans de ma vie, OK, j'ai perdu l'honneur de certaines personnes de ma région qui ne me connaissent pas, qui me jugent juste d'un a priori. Mais au-delà de tout ça, moi, je suis bien, je suis conscient, je me regarde dans la glace, et si t'es pas content, t'avances et puis c'est tout. Hein. Ouais. tu l'as dit, hein, t'es très bosseur. Ça se voit, ça se sent, si on te connaît un petit peu, on sait que tu bosses beaucoup, mais donc, ta réussite, je pense que tu la dois en grande partie à toi, mais est-ce que tu penses que c'est aussi que tu as eu l'aide de quelque chose de plus grand que toi ? Ah oui, moi je reste persuadé, comme j'expliquais plusieurs fois, c'est que quand ça ne va pas, j'ai pas besoin de psy, j'ai besoin de personne. Moi je ferme les yeux, je réfléchis, je pense à ma croyance, à ce que je crois, et je le cache pas, hein. Je parle des fois à ma grand-mère, à ma cousine, etc. Et je crois à tout ça. Et je sais que même si personne me répond, parce que moi je suis du côté où je crois à tout ça, je parle mais je sais qu'on ne me répond pas. Il y en a qui disent « Oh si, on me répond ». Moi ça par contre, j'ai un peu plus de mal à y croire. Mais par contre, de le dire et qu'ils m'écoutent, ça j'y crois. Alors je ne sais pas si c'est 2 choses différentes, mais pour moi c'est distinct. C'est vraiment 2 choses distinctes. Et donc, quand j'ai besoin, je parle et je pense que oui, ça m'a aidé beaucoup parce que, comme je dis souvent, quand ça n'allait pas ou que ça ne va pas ou quoi, on ferme les yeux, on respire, on pense à des choses positives, on parle un petit peu avec les personnes que tu as envie de parler et puis le tour est joué, quoi. Je pense que tu fais partie aussi des gentils. T'es quelqu'un de gentil et c'est un compliment, c'est pas du tout parce que toi on peut dire il est gentil, c'est devenu un peu une insulte alors que pas du tout. Est-ce que tu crois que c'est un monde où tu peux être gentil? Est-ce qu'on peut réussir en étant... Moi j'y crois énormément. J'y crois énormément. Maintenant, l'inconvénient de maintenant, c'est qu'on te dira que t'es gentil que lorsqu'on te connaît. On va pas te dire qu'il est gentil lorsqu'on t'a entendu ou vu. Et là, je parle d'un côté médiatique. Je vais te donner un exemple. Là, en février 2026, c'était le carnaval de Bastogne. Ça faisait longtemps que je n'étais plus sorti parce qu'avec ma vie privée, ça ne se mêlait pas. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et cette année, je pouvais sortir, j'étais seul avant de partir en vacances. Et je me dis, tiens, et ma cousine avec qui je suis très très proche, elle me dit, tu viendrais bien, machin, ok, ça va. Elle me dit, si tu veux, viens le vendredi à la maison, il y a les voisins qui viennent. Je me dis, écoute, moi je connais... Enfin, si je vois qui c'est, eux, ils voient très bien qui je suis, mais moi, je ne vais pas m'inviter. Non, t'inquiète, j'ai déjà demandé pour toi, ils sont ok. Ok. Et donc, je suis arrivé... le vendredi du carnaval, en sachant que j'ai déjà passé le jeudi, mais pas avec eux, chez des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui eux, oui, me connaissaient, et un peu sur les doigts de pied,
tout en étant Julien Lapraille, bien entendu. Ah, bonjour, j'ai amené une grosse bouteille un Magnum, allez, on va se boire une bouteille. Évidemment. C'est gentil, machin. Et puis, le dimanche soir, ça faisait 4 jours qu'on était tous ensemble, en fait. Et il me rappelle, il dit, demain, en fait, on se fait un truc à midi, tu peux venir. Hein. Et tous les jours, ils m'ont invité. Ah ouais. Et le dimanche soir, on était mangé, il manquait juste 2 personnes. Et ils m'ont dit, bah écoute, on t'a dit quand même un truc. On avait un peu un a priori sur toi, un peu le côté brut, machin, etc. Ouais. On te connaissait pas. Mais putain, mais t'es génial. Et désolé d'être vulgaire, ils m'ont dit, mais clairement, t'es génial, merci de ce week-end, qu'est-ce qu'on a ri avec toi, t'es trop gentil, on a passé un... Oh, j'ai écouté, merci de votre accueil déjà. Moi, j'étais au milieu de gens, ma cousine n'était même pas là le dimanche soir, parce qu'elle était au carnaval, bref, c'était... Voilà. Et en fait, je me trouvais avec des gens que je connaissais dans le Dièvre, à manger au restaurant avec eux, et ils m'ont dit, mais t'es avec nous comme si on te connaissait depuis toujours, au-delà du fait qu'on te connaît. Ouais, ouais. Et ils m'ont dit, en fait, que les gens racontent, mais c'est pas vrai, en fait. T'es super fou. Gentil. Et je pense que c'est ce côté un peu grande gueule qui dérange, parce que les gens voient la grande gueule, ils se la racontent. C'est pas parce que t'as une grande gueule que tu dis ce que tu penses que t'es pas gentil. Bah ouais. Il y en a qui ont une grande gueule qui sont pas gentils. C'est plutôt des truands que ça s'appelle ça. Hein. Là, ici, je suis pas en prison, j'ai rien fait de mal. Ça a l'air d'aller. Et donc, tout ça réuni, ça me montre que oui, les gens peuvent encore être gentils, mais il faut leur prouver. Et je trouve ça dommage d'en arriver à devoir prouver des choses pour montrer que t'es gentil. Ouais. Voilà. Et donc, mais cette situation-là m'a fait plaisir. Et j'aurais même écrit un message le lundi soir, quand je m'étais un peu reposé, parce qu'ils ont un groupe, ils m'ont mis un groupe à eux et tout sur les réseaux. Excellent. Et j'aurais dit en tout cas merci de votre accueil, j'ai passé un super week-end grâce à vous. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais plus sorti comme ça, que je m'étais autant amusé. Et eux m'ont dit ah non t'es trop cool, tiens le machin en avril c'est l'anniversaire de Marie, tu viens. Et donc voilà. Tu t'es fait des nouveaux amis, c'est cool. Ouais, je me suis fait des amis. La chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'amis. Ouais. J'en ai un peu trop. Un peu trop. J'ai des groupes de tous les côtés, mais j'arrive encore à faire plaisir. À faire plaisir dans le sens. Alors, je fais pas plaisir aux gens d'aller manger avec eux, mais j'arrive encore à me faire plaisir et à faire plaisir à tout le monde parce que mes amis d'enfance sont toujours là. Et cool. Toutes les 6 semaines, on va manger ensemble à 4 encore. À l'heure actuelle où je te parle, on va encore manger toutes les 6 semaines ensemble et on se retrouve. Alors, j'avoue, je parle souvent beaucoup de moi parce qu'ils me demandent un peu comment ça va et tout ça. Parce que tu as un métier qui qui donne envie, mais oui, bien sûr. Et donc voilà, mais je veux encore les anniversaires de mes amis d'enfance, de leurs enfants, leurs fêtes de famille, leur mariage, leur communion. Et je retourne encore dans les bonnes vieilles salles de village, aux anniversaires et tout ça, parce que je suis toujours invité. Et ça, c'est une de mes plus grandes réussites. Ouais, c'est vraiment... Mais je pense que ça m'étonne pas, comme je dis, du peu qu'on se connaît. Déjà, je suis un peu étonnée que les gens puissent avoir une mauvaise image. Ouais, si quand même. Alors, je pense qu'il y a un taux de 40% quand même de gens qui ne m'apprécient pas parce qu'ils sont jaloux. Il y a de la jalousie, et puis ils ne me connaissent pas. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis après, je ne peux pas plaire à tout le monde. Personne ne plaît à tout le monde. Et moi, je l'assume entièrement que je ne plais pas à tout le monde. Mais par contre, ce que je n'admets pas, c'est que les gens ne m'aiment pas sans me connaître. Ouais. Et ça, je trouve hyper dommage et triste. Mais ça, c'est le métier médiatique aussi. Oui, tout à fait. Ou bien c'était déjà le cas avant? Non, je pense que... Alors, le truc, c'est que moi, j'ai toujours été le fils Lapraille. Bon, maintenant, je suis Julien Lapraille. Dans la région, tout le monde te connaît. Mais mes parents étaient connus, vu qu'ils avaient des garages, etc. Et qu'ils ont toujours pas mal de trucs. Et donc, les gens m'ont toujours connu comme le fils Lapraille. Maintenant, je suis devenu Julien Lapraille. Ouais. C'est différent. Et donc, ça aussi, ça m'a aidé d'être le fils Lapraille. Ouais, c'est le fils Lapraille. Ben ouais, t'as une grosse bagnole, t'as tchic, t'as tchac. Alors que ça n'avait rien à voir. Ouais. Parce que ça, c'était le métier de mes parents. Mais donc, tout ça m'a aidé à devenir aussi ce que je suis, en plus de tout ce que j'ai vécu. Ouais. Et on sent l'importance de la famille, tu l'as dit, que tu as besoin d'être proche des gens. Moi, je trouve que tu es aussi quelqu'un qui est hyper généreux, ça se voit, hyper naturel. Est-ce que c'est des valeurs avec aussi la foi que tu as envie d'inculquer à ta fille? Parce que tu as une fille qui a quel âge? 4 ans. 4 ans. Ah, mais ça, c'est le bonjour, merci, au revoir et t'aides les autres. Ah bah alors là, elle va pas y manquer. Hein. Ouais. Ça, c'est une obligation première pour moi. Elle peut ne rien faire à l'école, mais tant qu'elle a dit bonjour, merci, au revoir et qu'elle était respectueuse avec tout le monde. Là, quand je vais au ski avec elle, que je la mets avec un prof ou un cours, quand je la mets à la piscine, etc.,
Alors, ça paraît fou. Et des fois, je me dis, Julien, arrête de poser... Parce que je pose toutes les semaines la même question. Est-ce qu'elle était gentille et polie? Je ne demande même pas si le cours s'est bien passé. Ouais. Gentil et poli. Pour moi, c'est hyper important. Gentil, poli. Elle ne fait pas ça, elle n'aura rien. Et je pense que si tu fais tout ça, on t'aidera toujours. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Moi, quand j'ai passé cette mauvaise période privée, que tout s'est fait, ben, mes parents sont un peu plus revenus vers moi, mes parents m'ont aidé dans plein de situations. Enfin, voilà. Et là, c'est redevenu comme avant. Mais ils le font naturellement, ils laissent passer la vague, ils me laissent un peu assumer mes choses que j'ai fait moi-même, mais ils sont de nouveau là directement. Et ça montre directement la gentillesse de la personne et le respect que tu as. Voilà. Comme partir une fois par an au ski où ils nous invitent dans des endroits incroyables. Ben voilà, ça fait partie du jeu si tu es respectueux avec les personnes. Est-ce que tu parles de Dieu à ta fille? Est-ce que tu parles de Alors, foi? non. De parler de foi maintenant, elle est trop petite. 4 ans, je pense pas. Par contre, on passe devant une église ou quoi, et quelqu'un... J'ai dit, attends, chut, Lily, on se calme. Ici, voilà, ça reste une église, il faut respecter, c'est le silence. Chut, profite, pense, regarde. Mais je ne peux encore rien dire. C'est trop jeune. Moi-même, à 6 ans, je me souviens pas. Tu te souviens pas? À 8 ans, un petit peu. Bon, à 10 ans, à fond. Voilà, je me souviens vraiment, j'allais à l'église, etc. Donc, pour moi, c'est trop jeune. Mais par contre, garder ce contexte de lui dire, attention, tu es dans une église, pour que ce message, dans 3-4 ans, soit toujours présent et qu'elle sache où on est, pourquoi on est là, clairement, ça, je lui dirai. Et puis surtout, lui donner mon expérience que, écoute, dans des mauvaises situations, j'ai jamais eu besoin de personne, j'ai eu besoin de moi, de réfléchir, de penser, de parler éventuellement à quelqu'un. Ma grand-mère, ma cousine, mon oncle, c'est des personnes qui te sont chères, tu leur parles, même s'ils ne sont plus là, et ça va t'aider. Là, ici, et je pense qu'elle va être un peu comme moi, son arrière-grand-mère est décédée, mais elle parlait déjà un petit peu. Et elle dit, elle est au ciel, elle est partie se reposer. Donc sa maman et moi, on lui a dit ça. Et elle en parle souvent. Alors, c'est bête que je dis, mais elle a eu un lapin. Le lapin est mort. Eh ben, il est parti au ciel se reposer. Ouais. C'est bête, mais je pense que c'est des choses qui vont l'aider à évoluer dans sa croyance. Bon, à un moment donné, à 12, 13, 14 ans, elle en fera ce qu'elle veut, mais je pense jusque 12 ans, je dois l'aider à lui expliquer que ça va l'aider. Parce que moi, je l'ai vécu, et peut-être qu'elle aura besoin de personne pour s'aider et pour surmonter des choses. Moi, je me répète, au-delà des vécus dans ma vie, c'est ma croyance, mon vécu, mon travail qui ont fait que j'ai surmonté pas mal de choses et que je surmonterai encore énormément. C'est marrant, tu dis que tu parles à ta grand-mère, à ton oncle, à ta cousine, etc. Mais est-ce que parfois tu parles juste à Dieu ou pas vraiment? Oui, ça, alors beaucoup moins, mais ça m'est déjà arrivé. C'est surtout quand je vois dans une cathédrale, une église, où je mets toujours ma petite pièce, mon petit cierge, où je prends 2 minutes. Il faut pas 10 minutes, il faut pas une demi-heure. Tu prends 1, 2, 3 minutes. Les choses que tu as à dire, les choses que tu as besoin. Je prends l'exemple de mon papa, dès qu'il va dans une ville ou quoi, souvent en Alsace, il aime beaucoup, il va à Strasbourg. 1 pièce, 2 minutes, il prie pour chacun de mes frères et moi. Et voilà, il n'y a pas besoin de rester 2 heures. Il n'y a pas besoin. Tu sais à qui tu parles, ce que tu dis. Mais oui, ça m'arrive. Beaucoup moins, mais ça m'arrive. Et alors, j'ai envie de t'expliquer pourquoi beaucoup moins. Parce que quand j'ai besoin de parler à quelqu'un par rapport à une situation, c'est souvent lié à quelque chose. Si c'est dans le privé, ça va être ma cousine. Si c'est dans le travail, ça va être ma grand-mère et mon oncle. Donc, c'est toujours des situations un peu dédiées à une personne. Ouais. Et si c'est un état général d'un mal-être, oui, tu vas parler à Dieu, entre guillemets, ou tu vas parler au ciel en général. Parce que dire tu vas parler à Dieu, je ne suis pas à dire je vais parler à Dieu. Je vais parler à quelqu'un plus haut qui va m'écouter, mais qui ne va pas me juger. Parce que ça, c'est important. Parce que maintenant, on parle à quelqu'un, on va te juger directement. Donc, c'est pour ça que parler de la foi, je n'en parlerai très peu, ou j'en parlerai si on m'en parle, mais si je sens que la personne va juger, j'arrête d'en parler parce que c'est pas intéressant pour moi et pour elle non plus. C'est clair. Est-ce que tu crois que c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler dans un milieu plus professionnel, par exemple? Ou bien est-ce que tu en parles ouvertement Oui, et c'est dommage, parce qu'on ne devrait pas. C'est comme quand avouer que tu es homosexuel ou lesbienne ou quoi, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est d'abord toi et les autres, on s'en fout. Mais à l'heure actuelle, c'est tellement compliqué que tu dois réfléchir à ce que tu dis, ce que tu penses, machin.
C'est la vie de tous les jours qui fait ça. Ça ne devrait pas arriver, mais c'est la réalité. Et toi, dans ton milieu professionnel, donc on l'a dit, c'est principalement les médias maintenant, ton milieu professionnel, même plus que la cuisine. Les gens ne savent pas ce que tu crois spécialement. Non, je pense que personne n'est... Alors, sauf ceux qui vont écouter le podcast vont le savoir. Personne ne se doute un instant que je suis quelqu'un qui va fermer les yeux, qui va réfléchir, qui va parler à quelqu'un, ou à Dieu, ou à ma cousine, ou tout ça décédé. Personne ne va y penser, mais c'est la réalité. Et en fait, l'habit ne fait pas le moine. C'est la phrase un peu bateau, mais c'est la réalité. L'habit ne fait pas le moine, tu ne sais pas comment est la personne. Donc, et moi, je l'ai appris aussi dans mes expériences, de faire toujours attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Alors, des fois, tu dérapes un peu, mais ça, c'est normal. Il faut assumer, mais toujours bien faire attention. Mais non, personne n'est au courant. Mais ça ne me dérangerait pas demain de me retrouver au JT et dire, tiens, on a appris que vous étiez croyant. Bah oui, et c'est quoi le problème? Et j'expliquerai la même chose que je t'explique. Je dirai exactement la même chose. Mais exactement. Oui, t'as pas peur d'être jugé? Alors là, moi, le jugement, je m'en calme alors complètement. Parce que c'était une bête question, te connaissant. Moi, je m'en fiche totalement. Alors, c'est dommage de s'en fiche. Pourquoi c'est dommage de s'en fiche, de s'en foutre? Parce qu'on ne devrait pas justement ça. On devrait savoir en parler. Mais encore une fois, c'est la réalité du quotidien et de la vie actuelle. Il faut une carapace. Et donc, voilà. Donc, non, moi, j'ai aucun souci à le dire, à l'avouer. Est-ce que, justement, c'est facile de rester raccroché à la réalité, d'avoir les pieds sur terre quand on est une personnalité publique comme ça et quand on mène une vie à 100 à l'heure comme ça? Alors, les quelques premiers mois, j'ai eu un peu de mal à garder ce côté enfantin, personnalité lambda, classique, on va dire, populaire et... on va dire médiatisé. Je me souviendrai, je sors, je vais à une soirée avec des amis et on boit un verre. Je n'avais pas le volant, j'assiste bien, et je bois plus qu'un verre. Et je me retrouve tout seul, podium, machin, parce que je sortais de Top Chef. Et le lendemain, je me rends compte, je vois des vidéos. Et là, je me dis, waouh, l'impact direct. Et là, je me dis, oh, Julien, faut faire gaffe, là. Et directement, alors, j'ai fait le bon truc. C'est que directement, boum, le tournevis, on l'a enclenché, on a changé les piles, on a tout fait. Et là, je suis parti un peu sur le droit chemin qui ne devrait pas y être, mais qui est la réalité. Il faut faire attention. Et à l'heure actuelle, c'est compliqué, ça ne l'est pas. C'est compliqué quand tu vas boire un verre entre amis, Alors, voilà 2 ans au carnaval, en 2023, au carnaval de Bastogne, je suis même reparti tellement que c'était un enfer. Les gens pas très cool, les gens cool, les gens saoulants, et je profitais de rien. Et j'ai ma cousine, tu sais quoi, allez, salut, merci, au revoir, à la prochaine. Je suis parti. Et cette année, en 2026, j'y suis retourné 2 ans après. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. Elle a insisté, ouais, tu vas voir. Et j'ai mis quelques trucs en place qui ont fait que j'ai passé un super carnaval. C'est dommage, mais c'est la réalité. Et il faut savoir se dire, OK, tu as plein d'avantages, mais tu as des inconvénients. Mais dans la vie de tous les jours, tu as plein d'avantages et plein d'inconvénients. On ne peut pas avoir tout non plus de positif. Oui, parce que toi, tu fais partie des gens, tu vas faire tes courses et on te demande... Moi, on me juge sur mon caddie, moi. Ça m'est arrivé en faisant mes courses, j'avais du surgelé dans mon caddie, parce que j'avais peut-être, je sais pas, mes cousins, mes neveux qui venaient, j'ai pris des croquettes, t'as le des droit conneries. Du surgelé. Ah, vous achetez du surgelé? Ouais. Et en fait, tu te dis, et les gens regardent dans ton caddie ce que t'as, et tu dis, oui, voilà. Mais encore un peu maintenant. Mais... c'est différent, je m'en fous. Et soit les gens, tiens, ça, j'écoutais, je tourne une vidéo. Alors, c'est bête. J'ai une grande surface à côté de chez moi. Je vais pas faire 10 petits producteurs sur 40 km pour tourner une recette qui va me prendre 10 minutes pour mettre sur les réseaux. Non, je vais dans une grande surface, j'achète tout, mais je le cache pas. À un moment donné, il faut mettre la réalité. Je vais pas faire 100 km pour 12 produits pour dire, ah non, j'ai été le chercher chez le petit producteur à 1 heure de route d'ici. Donc voilà, les gens jugent beaucoup sur mon caddie, sur mes courses, sur ma vie au quotidien, mais ils ne connaissent pas la réalité. Mais c'est pas grave parce que moi, je sais ce que je fais. Est-ce que tu trouves que, en tant que personnalité publique, on devrait oser plus aborder des thématiques importantes comme la foi ou d'autres choses comme ça? Est-ce que ça fait partie du devoir, entre guillemets, de quelqu'un de public? On n'en a pas encore parlé. Moi, j'aime bien regarder, je ne sais plus si c'est sur la 1 ou la 2, le dimanche matin. Il y a encore bien des émissions. Je t'ai déjà vu, en fait. Ça me semblait bien, Et voilà, je suis en train de j'ai parlé du podcast dans une des émissions. Quand je tombe dessus, que je suis tout seul, je le regarde encore bien.
je dis pas la totalité, mais j'aime bien regarder 10 minutes à un quart d'heure parce que c'est hyper intéressant, c'est logique, c'est normal, c'est sensé, c'est clair. Ça devrait être beaucoup plus popularisé. Ouais, je suis d'accord. En fait, il n'y a rien de mal. Je pense qu'on pense que c'est mal. Bah oui. Il n'y a rien de mal. Ouais. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, moi, en Belgique, on va dire, allez, le côté racisme. Moi, j'ai énormément de mal avec ça. Si les personnes n'ont rien fait, moi, qu'elles soient métisses, noires, asiatiques, je m'en cale complètement. Moi, tu me respectes, je te respecte. Moi, en fait, c'est ça. Tu me respectes, je te respecte. Tu sois asiatique, métisse, black, n'importe quelle croyance, je m'en fiche. T'as juste à me respecter, je te respecte. Ouais, voilà, c'est comme quand il y a le ramadan, je respecte tout ça, mais on doit nous respecter aussi. Alors je dis on, que ce soit moi, voilà. Et donc je trouve que j'aime bien regarder ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Ça remet à plat certaines choses. C'est pas assez médiatisé. Il y a encore cette crainte de le médiatiser parce qu'on a peur d'eux. Parce qu'on va pas se cacher, il y a des fous. Il y a des fous et c'est dommage, mais c'est la réalité aussi. Ah ouais. Tu crois que c'est pour ça que c'est pas autant mis en avant parce que je pense, sincèrement, on va pas se voler la face. Je pense que c'est pas aussi tant médiatisé à cause que il y a eu tellement de drames qu'on marche sur des aiguilles et c'est dommage. C'est dommage. Et moi, ce qu'on discute là, j'en parle jamais parce que je dois rester neutre entre guillemets. Mais là, l'objectif, c'est aussi d'en parler de tout ça parce que c'est le lien. Et je trouve qu'on devrait en parler plus, qu'on devrait le médiatiser plus, qu'on devrait le faire plus. Cette émission-là, au lieu de passer le dimanche à 9h, elle devrait passer le jeudi à 20h aussi, de temps en temps. Parce que c'est la réalité des choses. On fait bien des émissions, investigations, on va creuser sur de la fraude, sur des papiers manquants, sur ceci. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la foi, de chrétiens, catholiques, ce que tu veux, protestants? Ça change rien. C'est juste qu'il faut accepter l'un à l'autre et travailler ensemble. Et il faut respecter aussi un peu, je pense, le pays, la région. Moi, si je vais aller en Afrique du Sud, en Turquie, au Maroc, en Crète, je respecte la tradition d'où je suis. Mais après, je demande à ce qu'on me respecte aussi. Mais c'est d'abord respecter chez qui tu es. Quand je dis chez qui tu es, c'est un pays. Parce que quand tu es dans un pays, tu es chez quelqu'un. En fait. Ah ouais, tout à fait. Quand tu es dans une maison, tu es chez quelqu'un. Si je vais chez quelqu'un qu'on me dit, écoute, t'enlèves tes chaussures, tu mets des mocassins. J'enlève mes chaussures, je mets des mocassins. Je respecte la personne. Moi, j'ai aucun souci. On fout. Il n'y a pas de problème. Si on m'invite, on me dit, écoute, ici, on ne boit pas d'alcool. Ben, je ne bois pas d'alcool. Chacun doit se respecter l'un à l'autre et tout va rouler. Mais c'est intéressant ce que tu dis de renvoyer aux autres. Enfin, c'est un miroir. Et donc, d'avoir... Enfin, dans la Bible, il est mis aime ton prochain comme toi-même. Enfin, c'est vraiment... Mais bien sûr... C'est comme tes enfants. C'est comme tes enfants que tu vas avoir. Tu as 1, 2, 3 enfants. Tu dois justement les éduquer comme tu aimerais qu'eux éduquent leurs propres enfants et comme tu aimerais qu'on les respecte eux. Et après, ça ferait une chaîne sans fin. Et je pense qu'il y a eu à un moment donné un problème dans l'échelon national, mondial, qui a fait qu'on en est arrivé là. Et quand je vois tout ce qui se passe encore, que ça soit en Iran, que ça soit à Dubaï, c'est machin aux États-Unis... Ben en fait, c'est juste des gens qui comprennent rien, qui sont pas respectueux et qui jouent aux cartes et au Game Boy entre eux, quoi. Et c'est triste, mais c'est la réalité. Hein. Enfin voilà, j'en parle jamais, mais c'est la réalité. Il y en a qui jouent au Game Boy et ils jouent aux jeux de cartes. Hein. C'est un truc de fou. Mais tu joues pas avec la religion, avec la vie des gens. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'il y a peut-être aussi un côté où les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Et donc, les gens aiment bien aussi juger parce qu'ils connaissent pas. Mais c'est sa grande force de plein de monde. Belgique, France, où tu veux, on juge sans connaître. On en revient à ce que je te disais. Les 40% qui m'aiment pas, ils me jugent sans me connaître. Mais quand tu me connais, tu sais autre chose. Le groupe d'amis de ma cousine qui m'a accueilli tout un week-end de carnaval, qui me connaissait pas, qui avait des petits a priori, qui le dimanche soir, autour d'une frite et d'un américain, me disent « Mais en fait, putain, t'es génial, quoi. On t'adore. » C'est con, mais c'est la réussite d'une personne et de sa personnalité. Et du respect. C'est clair. C'est vrai que je peux comprendre. Je me souviens quand j'étais ado, comme je te disais, moi, j'ai toujours été à l'église depuis que je suis née. J'ai toujours été protestante. Mais quand tu es ado, est-ce que tu oses aller dire aux gens de ta classe qui ne croient pas mais je vais à l'église le dimanche matin Avant, tu le disais encore bien. Mais parce que tu avais religion et morale. Maintenant, plus personne ne le dit.
Mais maintenant, plus personne n'ose le dire. T'es là, ah bon, ah, hein. Alors du coup, Snapchat, machin, tchic-tchac, boum, réseaux sociaux. Et donc tout ça, l'évolution était mal faite. L'évolution était mal faite dans le sens où on a trop vite évolué et on a oublié l'essentiel. Le respect, la religion, la foi, le consentement de chacun, le machin. Et tout part un peu en vrille. Moi, je dis toujours, j'ai une fille, je pense pas que j'en aurai deux, pour plein de raisons. Parce que le monde me fait un peu peur, les gens me font peur et que je préfère avoir une fille, bien m'en occuper et lui mettre sur de bonnes bases que d'en avoir 3, comme moi j'ai 2 frères, comme on avait des enfants. Dans le temps, on avait 3, 4, 5 enfants. Ouais. Moi, j'ai même des petits cousins qui en ont 8. Et donc, voilà, mais maintenant, c'est fini. Ouais. Donc voilà, donc il faut faire attention maintenant. On va parler de... On va changer de sujet. Attends, on va pas du tout changer de sujet. Mais j'aime bien dans ce podcast faire réagir les invités sur des morceaux connus, sur des extraits. Ouais. Souvent, c'est de la musique. Et voir un peu ce que ça t'inspire. Ok. Donc, on a un premier extrait. Ce n'est que mon chemin, mais c'est de là que je viens. J'ai suivi mon instinct. Donc c'est Florent Pagny, ouais. L'instinct. Qu'est-ce que ça t'inspire de... Est-ce que toi aussi tu peux dire... C'est drôle parce que j'ai toujours pensé à ce que je ressentais et comment j'allais le faire, comment j'allais évoluer. Tout ce que je crée, j'y ai pensé un peu avant. Donc j'ai fait mon chemin, mon instinct. Ça, c'est pile poil mon truc parce que je dis toujours, et mon cousin qui a travaillé avec moi et pour moi, mais surtout avec moi pendant 10 ans, dit toujours, avant que tu me parles, tu savais déjà ce que tu allais faire et tu savais que j'allais devoir te dire oui et tu savais où tu allais, mais tout seul. Ça m'est arrivé de créer des événements pendant 6 ans à 2500 marcheurs, des marches gourmandes. J'ai organisé seul, entre guillemets, le général et après en amont, pour le côté plus pratique, etc., il y a des gens qui m'ont entouré, mais en général, dans ma tête, j'ai tout seul et je sais comment faire. Et donc, cette chanson, le chemin, l'instinct et tout ça, c'est exactement moi parce que ça me correspond et j'ai toujours été comme ça. Mes parents sont comme ça, surtout mon papa. Ma maman est beaucoup plus réservée et donc, on est de nature comme ça. En fait, on est tous des fonceurs dans la famille. Donc, du coup, tout ça réuni fait que voilà, l'instinct, l'envie, le chemin, ça, c'est nous, quoi. Ouais. Mais de nouveau, peut-être guidé quand même par quelque chose. Ah oui, mais on a toujours été, voilà, on croit en nous, on croit en ce qu'on nous a inculqué, on a la foi et donc du coup on croit entre guillemets à Dieu, à tout ce que tu veux, aux gens qui sont partis parce que on fait notre route et notre chemin grâce à ça et à ce qu'on nous donne aussi, quoi. Ça aussi, une force qui guide tes pas. Ça me fait penser plutôt à mes soirées quand j'étais ado. C'est ça. En premier, c'est d'abord parce que j'ai dansé là-dessus. Mais en deuxième, bien entendu, on en revient toujours à la même chose. La foi, la croyance, quand ça va pas, fermer les yeux, penser, parler à quelqu'un, que ça soit Dieu, que ça soit les personnes disparues. Mais cette foi nous donne toujours de l'énergie pour avancer, croire en soi. Et de toute façon, je pense que quand tu crois en toi, tu crois en la foi et tu crois en ton chemin. Donc, ça rejoint aussi la chanson d'avant. Ouais. On ira tous au paradis. Oh, ça oui. Même moi. Ça, c'est sûr. Qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, on ira. La seule chose que je peux dire avec ça, qui résume vraiment un peu tout ce qu'on pourrait discuter, c'est quand je partirai, je veux pas le sentir. Ouais. Ça, non, je pense que c'est le souhait de tout le monde. Mais je rêverais vraiment, c'est de partir sans, entre guillemets, m'en rendre compte. Et vraiment parce que, voilà, c'est fini, bam, on ferme le livre et merci, au revoir. Et je pense que, voilà, et puis tout le monde part au-delà, au même endroit, qu'on soit croyant ou pas. Qu'on soit incinéré ou pas. Voilà, moi je veux pas être incinéré, moi je veux être enterré, à l'ancienne, tradition. Voilà, j'aime bien le côté aussi germanique. Du côté germanique, eux, ils sont dans une petite chapelle à côté du cimetière, dans le froid total,
C'est juste une espèce de petite maison comme ça, parce que je l'ai vécu avec un décès familial, mais pas trop proche, mais voilà. Et donc, en fait, et je me dis, tiens, ça, j'aimerais bien. Et donc, tu es entouré de bougies, dans une petite chapelle, dans le cimetière, au froid, sans chauffage, sans rien. Et en fait, ça résume la simplicité. Et ton cercueil est là, le temps que tu te fasses, que tu ailles à l'église, etc. Voilà. Et donc, ça, je me dis, tiens, au moins, c'est la simplicité. Une chapelle à côté du cimetière, dans le froid, pas d'artifice, rien du tout, quelques bougies, les gens viennent, ils rentrent, ils ressortent. Et le fait que ça soit comme ça, au moins, t'as pas les gens qui restent 2 heures à boire une tasse de café, manger des morceaux de tarte, parce que ça me saoule. C'est vrai ? Ah ouais, ça, je n'aime pas, parce qu'en fait, 80% des gens, ils boivent des cafés, ils boivent des coups, ils mangent des morceaux de tarte pour discuter de leur journée, pas de la personne, ou réfléchir à la personne. Au moins, ce côté germanique, très dur, qui leur correspond un petit peu, c'est clair, tu viens, tu penses, tu pries, tu fais ton signe de croix, tu t'en vas. T'as pas besoin de plus. Et donc voilà. Par contre, ce que j'aimerais, qu'on fera, c'est que lorsque je serai enterré... Je note, hein, comme ça on a la preuve. C'est que lorsque je serai enterré, c'est que par contre, après, dans une salle, tasse de café, moment convivial, toute la famille, les amis, tout le monde se réunit, petit pistolet. Alors ça paraît, c'est vieillot, c'est la vieille tradition de mes arrière-grands-parents. Mais ça, par contre, ça rassemble. Mais ça rassemble après que tout le procédé a été effectué. Les prières, l'enterrement, tout ça. Quand tout est fini, ok, là, on peut boire une tasse de café, boire un coup, partager des moments. Parce que que j'étais étonnée que tu veuilles pas qu'il y ait un petit moment de rassemblement convivial. Avant, non. Après, oui. Après, pendant, à l'église, il faut des moments de prière et des moments de souvenirs et de joie, comme j'ai fait avec ma grand-mère et qu'on a fait avec mes cousins, cousines. Mais après, on peut profiter. Mais avant, je pense qu'il y a cet enchaînement de procédés, entre guillemets, voilà, croyants, chrétiens, on croit, on a la foi, comme elle le disait, mais on fait ça dans les règles de l'art. Et par rapport au fait d'aller tous au paradis, est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien est-ce que tu penses encore qu'il y a l'enfer et le paradis ? Non. En fait, il n'y a jamais eu d'enfer, il n'y en aura jamais. Même les méchants, même les mauvais, ils ont tous un brin de bonté quand même. C'est impossible qu'un être humain ait 100% d'inhumain en soi. Il y a toujours 1 ou 2%. Et même 1 ou 2% de bonté d'une personne, ça peut fonctionner quand même, ça amène quelque chose, ça donne de l'humanité à la personne. Donc même quelqu'un qui a fait quelque chose de très grave, même si pour moi, voilà, que ça soit tuer quelqu'un par exemple, il a quand même pour moi une force de bonté en soi. Maintenant, la personne doit payer pour ce qu'elle a fait. Avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci. Dieu merci. Même si les frites sont mouillées, je dis Dieu merci. Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. C'est moins ton style, non ? Alors, je ne connaissais pas du tout. Je sais pas qui c'est, mais j'ai écouté quand même les paroles pour quand même s'en répondre. C'est un rappeur qui s'appelle Vald. Et donc, c'est juste qu'il dit, avant de manger, je dis Dieu merci. Et donc, comme on reste dans le milieu de la cuisine. J'ai compris. Mais oui, mais ça, tu sais, les prières avant les repas et tout ça. Alors, le faire au quotidien, c'est compliqué, etc. Moi, ça ne me choquerait pas de le faire parce que je dis toujours, et souvent, que ça soit ma vie privée d'avant ou même ma fille maintenant, je dis toujours, sois déjà bien contente. T'as un toit, t'as du chauffage et tu manges ce que tu veux. Le reste, on s'en fout. Donc, voilà. Et voilà, on a déjà la chance, la foi de pouvoir manger, etc. Et c'est hyper important déjà au moins pouvoir manger. Même si les frites sont mouillées. Alors, est-ce que si les frites sont mouillées en tant que alors, Belge... par contre, si les frites sont mouillées en tant que Belge, ça va être compliqué. Donc ça, il se plante un peu, le rappeur, là. Comment il s'appelle ? Vald. Le fameux Vald, là. Je lui expliquerai quand même. Mais il a un peu raison sur telle chose. Mais pour la cuisson de la frite, il se plante, là. Il faudrait que tu lui donnes la recette. Ouais, je l'appellerai. Voilà. Truc incroyable, ça. Tu me mets tout seul... un peu reposé, moins nerveux, moins dans le mood du boulot de la semaine, de la soirée. Il est 21h, ça fait 2 heures que je suis relax, je peux chialer là-dessus. C'est vrai ? Ça vient du film Les Choristes ? Ah oui, c'est incroyable cette chanson. Ouais. Je me souviens quand j'ai vu le film, je crois que j'ai pleuré direct. Là, je fais waouh. Et là, quand j'avais vu le truc, je fais non, il faut se taire là. Et j'ai tout regardé, je me dis, ça c'est beau ça. Et être dans une chorale, moi j'adorerais. Hein. T'as été enfant de chœur quand t'es allé à l'église, toi ? Enfant de chœur, et puis j'ai assisté le prêtre aussi, amené l'hostie, etc. Jusqu'au moment, avec le travail, c'était compliqué. Mais non, mais quelle musique, quelle chanson, tout, le cœur comme ça, c'est incroyable. Moi, c'est un truc, je me répète, reposer
moins nerveux du travail, je parle, nerveux du stress de la journée, etc., je chiale direct. Et donc, tu aurais bien aimé faire partie d'une chorale. C'est vrai qu'il y a un effet quand tu entends une chorale, surtout dans une église. C'est vrai que ça donne les poils. Mais ici, je n'ai pas expliqué l'histoire. Quand mon neveu a fait sa communion, donc il y avait quoi 12 enfants. Et il n'y avait personne pour s'occuper de la cueillette, etc., les hosties et tout. Ouais. Et là, tu as la personne responsable qui me voit, il me fonce dessus, il me dit tu vas venir m'aider, hein. Parce qu'il savait que tu le faisais avant Non, non, parce que c'est pas du tout dans la région. Ah oui. J'ai dit, t'es à quoi? Il me tutoie, je le tutoie, on se connaissait pas. Et t'es à quoi? L'hostie, récolter, la collecte et tout ça. J'ai dit, pardon. Et au début, je suis un peu surpris, puis je l'ai fait naturellement. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire la collecte, etc. Et les gens me regardaient. C'est vous? Bah ouais. Et en fait, ils étaient surpris, mais moi, ça me faisait plaisir. Récolter pour l'église, donner l'hostie, j'ai aucun problème là-dessus. Bah voilà, j'ai fait ma communion, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Enfin, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait ce que je voulais parce que mes parents m'ont demandé et j'ai dit oui et j'ai voulu le faire. Et donc du coup, c'était naturel pour moi et j'ai vraiment apprécié. Et c'était drôle parce que les gens rigolaient. Et moi, ça me faisait rire, alors que je ne devais pas rire. Mais bon, vu que tout le monde me le disait, ça me faisait rire. Et donc voilà, non, aucun problème là-dessus. Et si j'avais encore la possibilité et le temps de le faire maintenant, franchement, j'irai à l'église, je pourrais faire la collecte sans aucun problème. Tu penses que tu retourneras un jour plus régulièrement, peut-être, si tes horaires te le permettent, ou bien je pense que je retournerai plus à l'église, oui, que je voyagerai et faire Saint-Jacques-de-Compostelle, ça pourrait être alors je dis un délire parce que c'est jeune de dire ça, mais ça serait quelque chose qui me plairait à faire, quoi. J'ai jamais voyagé. Mais s'il y a un truc que je voudrais faire éventuellement, c'est partir un mois sans téléphone, sans personne, qu'on me foute la paix, qu'on m'oublie. Et voilà. Bon, actuellement, la vie fait que financièrement, privé, tout, fait que c'est pas possible. Mais le jour où j'ai la possibilité de partir un mois, qu'on m'oublie, franchement, je le fais. Ah ouais. Vraiment. Ouais, je comprends. Pour se ressourcer, se recentrer. Je prends un exemple, Inoxtag. Ouais. Quand il a fait l'Everest. Alors, les gens rigolent, mais ceux qui sont intelligents, qui vont regarder son film, écouter toutes ses interviews, mais vraiment toutes les écouter, écouter le message qu'il donne, ce qui s'est passé après, tu ne le critiques plus, tu ne le juges plus, et je peux dire que tu l'admires. Hein. Le mec est devenu un peu fou. Il a eu besoin de partir. Il est parti, ça n'a pas été. Il a dû se ressourcer. Enfin, c'est des trucs de malade. Hein. Ouais. Le mec a fait l'Everest. T'as encore 200 mecs qui sont morts, gélifiés sur l'Everest, qui ne demandent qu'une chose, c'est de redescendre pour leur famille. Lui, il a fait, il est monté, il est redescendu. On peut dire ce qu'on veut, coup de pub, pas coup de pub. Écoute bien toutes ces interviews. Et écoute ce qu'il a fait après, le mal qu'il a eu après, ce qu'il vit maintenant. Ses parents qui se sont fait... kidnappé, cambriolé, tout ça. Et c'est dur, hein. Le mec a été presque en dépression, entre guillemets. Il a dû... franchement, respect. Et donc, pour moi je sais que j'ai besoin d'un jour de partir un mois, mais j'ai la chance d'avoir une énorme carapace, d'être très fort psychologiquement, donc je suis toujours là. Mais je sais que j'ai besoin de le faire une fois. Et je le ferai. Quand? J'en sais rien, mais c'est clair et net que je le ferai. Est-ce que tu es heureux dans ta vie aujourd'hui? Est-ce qu'elle a le sens que tu voulais lui donner? J'ai toujours été heureux dans toute ma vie parce que j'assume ce que j'ai fait, mais je suis quand même un peu plus heureux qu'avant maintenant, clairement, parce que j'ai pris des décisions, parce que je dis toujours c'est moi qui les ai prises. Il y a eu beaucoup de choses fin 2024, 2025 qui se sont passées, que c'est moi qui ai créé, qui ai fait, qui ai anticipé, voilà. Et donc du coup, je l'assume entièrement. J'ai aucun problème, mais oui, j'étais heureux à 80%, j'y suis maintenant à 90%, et je sais que j'y serai à 100% d'ici 1 an ou 2, sans problème. En quoi est-ce que ta vie a du sens aujourd'hui? Ma vie a du sens, parce que les gens, ils me suivent, ils m'admirent, ceux qui me rejettent, je les aime bien quand même, ils me disent merci, ils me disent trop cool, ils me disent génial, je t'adore, ils me demandent une photo, ils me disent... En fait... Et ça, j'aimerais bien que ça continue encore pour le montrer à Lydie.
Dire, en fait, parce que là, elle comprend pas. Ouais. Quand les gens me demandent une photo, me parlent, tu les connais? Non, je les connais pas. Pourquoi tu leur parles? Ouais. Elle comprend pas encore, elle est trop petite. Et donc, j'aimerais bien lui expliquer, écoute, tout ce que j'ai fait, créé, que j'ai travaillé, que j'ai enduré, maintenant, ça a un sens parce que les gens m'aiment, m'admirent, me suivent, me demandent conseil et sont admiratifs de ce que je suis devenu. Parce que ça aussi, les clients de mes parents qui m'ont connu petit sont là comme des gosses. On n'en revient pas à ce que tu es devenu. Ouais. Et alors, ils sont surpris que je les reconnaisse. Ouais. Donc, c'est génial de dire que tu as un sens pour les gens, que des gens t'admirent, que tu les aides. Voilà, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Moi, je ne fais pas de différence entre les jeunes et les moins jeunes. Moi, si tu as 70 ans et que j'ai pu t'aider sur un truc, je suis l'homme le plus heureux. Et quand tu as un sens dans ta vie et que tu es épanoui, tu peux être que heureux, quoi. Et alors, pour terminer, comme ce podcast s'appelle Confession, est-ce que tu as une petite confession à nous faire? Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de nous partager? C'est pas spécialement quelque chose de mal. C'est vrai que les gens aiment bien parfois juste donner une petite phrase d'encouragement, ou bien si tu veux... Non, le résumé, c'est que c'est pas parce que tu as un beau bébé ardennais, gros mec comme moi, avec une grande gueule et qui est à la joie de vivre, que tu es une mauvaise personne, que tu es une personne qui n'a pas de croyance, qui ne prie pas, qui n'est pas gentil, qui ne partage pas les choses. Voilà, alors je dis pas que j'ai fait des erreurs comme tout le monde, bien sûr. J'en ferai encore, je suis pas l'homme parfait, personne n'est parfait, et donc voilà, le message c'est d'abord connaître les gens, les écouter et ensuite les juger. Ça c'est le plus important. Ce week-end carnaval, comme je te l'ai expliqué, avec ces gens que je connaissais de vue un petit peu, mais pas, quasiment pas, ils ont appris à me connaître, que j'ai appris à les connaître, et qui m'ont dit, en fait, t'es génial. Rien que de te dire, en fait, t'es génial, c'est que t'es une belle personne. C'est qu'au moins, t'as prouvé et montré qu'en fait, tu sais te regarder dans une glace et que si tu apprends à me connaître, t'es vraiment chouette. Donc voilà, c'est juste ça. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé, d'avoir répondu à toutes ces questions, de t'être livré. Avec grand plaisir. Bon, on mange maintenant. Oui. Merci beaucoup à Julien Lapraille pour ce moment de partage sincère empreint de générosité, tout à son image. Si vous voulez suivre ses recettes et ses actus, vous pouvez en savoir plus sur son site internet www.julienlapraille.be, mais aussi et évidemment sur sa page Instagram et Facebook sous son nom, Julien Lapraille. Vous pouvez également le voir en télé sur la RTBF dans Les Ambassadeurs et On n'est pas des pigeons, et en radio sur Vivacité, mais aussi partout et tout le temps sur la plateforme de streaming RTBF Ovio. Sa bonne humeur et son authenticité se reflètent dans sa cuisine, donc n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous aura donné faim de nourriture, mais aussi et surtout de spiritualité. À bientôt. Vous l'entendez à chaque fois, mais c'est important de le rappeler. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à lui donner un maximum d'étoiles et à laisser un commentaire. Parce que vous le savez, c'est ça qui aide à faire rayonner le podcast. Donc je compte sur vous. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont aidé à réaliser ce projet. Et surtout, Regard Protestant qui produit ce podcast. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle confession.